bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Karine Lallieu. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée fédérale PS, bien sûr. Vous êtes aussi, jusqu'à demain, bourgmestre faisant fonction à la ville de Bruxelles, en l'absence du bourgmestre clause. Et on a quelques petites questions à ce propos-là, donc on en parlera. Tout d'abord, je voudrais vous parler de cette accumulation de scandales de mœurs chez Oxfam, dans ses missions notamment en Haïti, mais dans d'autres pays également. Un des dirigeants, un Belge d'ailleurs, a dû démissionner, mais tout a toujours été tu dans cette association et n'a jamais été livré à la justice. Ce n'est que seulement maintenant qu'on découvre l'affaire. Le dessin que Fred Dubus a fait ce matin dans la Libre Belgique est vraiment très très féroce, puisque Oxfam devient Oxfam, et c'est de la prostitution équitable. Donc c'est vraiment très très dur. Je voudrais vous demander votre réaction à cette accumulation de scandales. A, les responsables doivent être sévèrement punis. B, des attitudes inacceptables ne doivent pas obscurcir le travail d'Oxfam. C, notre société est bien malade. Alors, c'est très compliqué parce que je vais dire au minimum A et B. Je suis désolée de le dire. Évidemment, il faut punir ces responsables. C'est la transparence. Quand il y a des ONG qui font un travail remarquable, et il ne faut pas évidemment faire en sorte que Oxfam maintenant est l'opprobre de l'ensemble des citoyens, l'ensemble des pouvoirs publics. Il y a toujours des hommes et des femmes sur le terrain qui sont en train de sauver d'autres et qui font un travail remarquable. Mais malheureusement, le fait de cacher ce type de comportement est inacceptable de la part des responsables d'Oxfam. Donc là, il faut de la sévérité, il faut de la dénonciation et il faut après que le judiciaire puisse juger ces actes. Mais l'appel que je fais, c'est aux responsables transparence totale et dénonciation totale. Je pense simplement à ce que nous avons vécu dans les abus sexuels au sein des communautés religieuses et de l'Église, où là aussi ils ont caché des comportements, mais ça ressort toujours, et caché, c'est inacceptable. C'était des gens vulnérables qui ont été là prostitués, qui ont été maltraités. Des mineurs souvent. Et parfois des mineurs. Ce sont des crimes, ça veut dire qu'ils ont commis des crimes et rien d'autre. Et c'est ces mots-là qu'il faut utiliser. Mais par contre, moi j'ai peur qu'à un moment donné, cette ONG qui fait du travail remarquable à travers le monde, eh bien, ne puisse plus le faire parce qu'il n'y aura plus de dons, parce qu'il n'y aura plus de pouvoir public. Alors, faites vraiment le ménage chez vous et redonnez confiance parce que le monde a besoin aussi de ce type de travailleurs. Parce que ce matin, là, ce NIF disait qu'il y avait déjà pas mal de donateurs belges en moins. Je comprends, mais je comprends. Tant qu'il ne faut pas le ménage, eh bien on n'y arrivera pas. Et cacher les affaires, c'est vraiment la honte, surtout quand on est une ONG. Alors, je disais tout à l'heure que vous étiez bourgmestre faisant fonction jusqu'à demain, et ça s'est vu, puisque c'est vous qui avez dû couvrir cette affaire du Globe Aroma, cette ASBL culturelle, qui est d'ailleurs en convention avec la ville de Bruxelles, qui a subi une opération de police assez musclée avec des arrestations d'illégaux. Alors, vous avez demandé un rapport à la police. Qu'est-ce que vous attendez exactement de ce rapport? Alors, j'ai été prévenue dès le vendredi soir, puisque Globe Aroma travaille avec la ville de Bruxelles. Il y avait 2 personnes qui ont été arrêtées, qui exposaient à carte de visite un événement organisé par la ville de Bruxelles. Et donc, dès que j'ai vu les responsables de Globe Aroma vendredi soir, en concertation évidemment et en dialogue avec le bourgmestre bien évidemment et le chef de corps Foot, j'ai demandé un rapport qui devra répondre à plusieurs questions. Pourquoi cette ASBL a été visée? Sur base de quelle information? Sur base de quelle infraction? De quelle présomption d'infraction? Est-ce son travail avec les migrants qui pose question? Ça, ce serait peut-être pas acceptable. Donc c'est sur base de ce rapport, effectivement, qu'on pourra analyser pourquoi cette opération, pourquoi elle a été visée, et voir quelle attitude la ville, le bourgmestre, la police et moi, comme échevine de la culture aussi, eh bien, comment nous allons nous positionner. Donc nous attendons vraiment le rapport pour répondre à toutes ces questions. Par ailleurs, nous savons que ces opérations Belfin, comme on les appelle, sont issues du plan Canal et sont organisées par la police fédérale. Est-ce qu'elles ont du sens, ces opérations-là? Ou est-ce que vous remettez en cause ces opérations-là? Alors, je dois séparer, évidemment, l'opération Globe Aroma des opérations qu'il y a régulièrement sur base de présomptions pénales, que ce soit de radicalisme, de salafisme, de problématiques de drogue, etc. Mais ce qu'on veut savoir, effectivement, c'est est-ce qu'il y avait des réelles présomptions
judiciaire, c'est-à-dire ces problématiques-là, ou est-ce qu'on visait de la culture qui travaille avec des nouveaux arrivants, qui soient demandeurs d'asile, réfugiés ou encore sans papier, c'est pas eux à contrôler, et ça, ce serait totalement pas acceptable. Donc, pour être très clair, si on surveille, s'il y a des opérations de police pour surveiller des ASBL où on se rend compte qu'il y a du trafic de drogue ou de la maltraitance ou du trafic d'êtres humains, ça, vous trouvez ça normal? Bien évidemment, oui. Bien évidemment. Mais ici, vous avez peur qu'on est visé pour des raisons qui ne sont pas évidentes. Je l'ignore, et donc c'est ça la question. Et ça fait peur au milieu culturel? Mais je comprends, c'est un émoi total. Ces personnes font un travail remarquable, remarquable avec ces populations. C'est des populations qui participent à des ateliers de musique, des ateliers de chant, des ateliers de danse, des ateliers d'art plastique. Ce n'est pas du travail au noir, là. Ce n'est pas du travail au noir, c'est une ASBL reconnue, subventionnée tant par la Vlaams-Gemeenschap que par la ville de Bruxelles, avec des travailleurs déclarés, bien évidemment, qui font un travail aussi de relations dans le quartier entre cette population nouvellement arrivée et les gens du quartier pour éviter les préjugés. Il faut savoir que depuis qu'il y a le parc Massimilien et l'arrivée de ces migrants en transit, beaucoup d'associations culturelles se sont mobilisées, ont montré leur solidarité. Elles accueillent ces migrants à des activités où elles partagent avec les familles belges, comme tous ces citoyens qui se mobilisent. Dans 2 semaines, le KVS va faire des galas, des soirées de solidarité pour ces migrants. Est-ce que demain, on ne peut plus faire ça? Est-ce que notre État, aujourd'hui, interdit cette solidarité, cette respiration culturelle que l'on offre à ces migrants, quel que soit leur statut? Ça, je ne l'accepterai pas et je défendrai le travail de ces associations culturelles et des institutions culturelles qui essayent d'émanciper ces gens, mais qui aussi est tourné vers la solidarité. Mais donc, en clair, aujourd'hui, vous n'avez pas de réponse à cette question. Je n'ai pas de réponse, et les réponses seront sur le bureau du bourgmestre lundi, et il y aura évidemment discussion avec sa police. Une communication à ce moment-là. Bien entendu. Alors, on sent aussi qu'il y a une grosse crispation, même si à la Chambre, il n'y a pas de session cette semaine, mais on sent qu'il y a beaucoup de crispation autour de la notion de séparation de pouvoir. Magali Clavy, la présidente du Conseil supérieur de la justice, a demandé à chaque pouvoir de respecter l'autre et d'éviter la cacophonie, parce qu'on sent qu'il y a... tant du côté d'un ministre, Yann Yambon, que du côté des avocats. Il y a 27 ténors du barreau qui ont demandé à Yann Yambon de retirer ses déclarations contre Zeun-Marie. Ils ont fait une carte blanche qui est parue dans l'Écho ce matin, on peut la voir, ça s'appelle l'état de droit. Oui. Et donc, on sent qu'il y a vraiment une grande crispation entre le gouvernement et le monde judiciaire notamment. Vous trouvez là que Yann Yambon a été trop loin ? Il a été trop loin comme ministre de l'Intérieur. Alors, comme je comprends l'émoi des citoyens. Je comprends l'émoi des citoyens. Ils peuvent être choqués par ce qu'un avocat utilise comme principe de droit et les lois qui lui sont à disposition. Ça, je peux comprendre. Mais là, c'est un ministre qui s'exprime. La séparation des pouvoirs est nécessaire dans une démocratie. La séparation est nécessaire pour un équilibre dans notre démocratie. Et il faut laisser la justice travailler, les avocats parler, ils font le métier et ils respectent les lois. Mais qu'est-ce qu'on voit de plus en plus avec ce gouvernement? C'est que les règles de l'État l'état de droit est en train de s'effilocher de plus en plus. On ne respecte pas des décisions de justice, on interprète des décisions de justice, on oublie d'envoyer des lois au Conseil d'État. Et donc, de plus en plus, l'exécutif, oublie de respecter lui-même la Constitution et des lois. Comment est-ce qu'on demanderait demain alors aux citoyens de respecter ses propres lois? Donc, M. Yambon n'aurait pas dû faire ces déclarations comme Theo Franken ne devrait pas faire toutes ces déclarations. Et donc, je comprends que le monde... Ce ne sont pas les premiers qui critiquent le monde de la justice et des décisions de justice. Je suis désolée, la séparation des pouvoirs est la base même de notre société. À un moment donné, l'État peut contester des décisions de justice en allant en appel. Ça, ils utilisent les principes de droit. Mais ils ne peuvent pas, par faire des déclarations, utiliser peut-être des sentiments... pour des raisons parfois populistes, électoralistes, donc utiliser pas de pression, des sentiments et faire pression sur un monde judiciaire. Vous savez comment ils font pression sur un monde judiciaire aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ne permettent même plus aux magistrats à remplir leur job. Les cadres ne sont pas remplis, ils diminuent leur budget. Et je comprends que des magistrats, à un moment donné, sont fatigués.
se sentent délaissés non seulement par notre État, et en plus remis en cause dans leur propre travail. C'est pas acceptable. Alors vous êtes député, donc c'est le pouvoir législatif. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau législatif pour améliorer nos lois quand on voit que peut-être on peut annuler toute une instruction pour un problème de langue qui, somme toute, a l'air bien anecdotique? Alors ça, c'est les débats sur la procédure. Et donc, si les lois changent et on respecte les lois. Est-ce que vous trouvez qu'il faut le changer dans ce cas-là? Alors, je ne suis pas pénaliste et donc, il est vrai que parfois, des règles de procédure sont peut-être trop spécieuses et peu compréhensibles au niveau des procédures. Mais on ne peut pas utiliser ça au moment d'un procès. Il faut qu'il y ait une réflexion en dehors d'un procès, en dehors d'une affaire, et il faut avoir une réflexion avec l'ensemble des acteurs judiciaires, tant les avocats que les magistrats, que le Parlement, sur les problématiques de procédure. C'est comme ça qu'on doit travailler dans un état de droit et pas autrement. Pour terminer très rapidement, il y a déjà eu hier un Soudanais qui a été expulsé hier matin. Le gouvernement va trop vite après les conclusions du CGRA? Les conclusions du CGRA étaient beaucoup plus nuancées que la communication du gouvernement. Et le CGRA demandait quand même deux choses. Elle demandait de revoir les procédures, d'avoir des procédures plus approfondies de la part d'officiers étrangers et des décisions motivées. En 3 jours, je ne pense pas que le gouvernement ait pu faire ça. Et d'ailleurs, là aussi, encore une fois, la justice, la chambre du Conseil, a annulé, a demandé de relâcher une personne, un Soudanais, en centre fermé, sur base du rapport du CGRA. Donc, encore une fois, je crains qu'il y ait la précipitation pour des raisons populistes, pour des raisons électoralistes, qu'on joue avec la vie des gens. Je rappelle que le Soudan est un pays en guerre. Je rappelle que son président est poursuivi devant le tribunal pénal international pour fait de torture et de traitements inhumains et dégradants. Et aujourd'hui, le gouvernement se précipite et je demande au gouvernement qu'il ait un peu... qu'il ait un peu de patience et surtout qu'il écoute la société. Il y a une prise de conscience au sein de nos citoyens qui dit « ça suffit ». Visite domiciliaire, renvoi, etc. Soyez un peu plus humains et respectez un peu plus le droit. Merci Karine Lallieu. On se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Voilà.